l'énergie, la vision, la soif du pouvoir. Qui peut dire ce qui a transformé le raté insignifiant qu'était Adolf Hitler en l'homme le plus puissant et le plus craint d'Europe? Nous avons interrogé à ce sujet des psychologues légistes. À ce moment-là, Hitler n'était pas très différent de certains candidats qu'on peut voir dans les concours de talent. Et des historiens de premier plan. S'il y a un jour dans la vie d'Hitler où il a été secoué, c'est bien ce jour-là. Nous avons écumé les archives à la recherche de témoignages de ses proches, afin de mieux cerner son univers intérieur. Nous nous glisserons dans la peau d'Hitler pour vous dévoiler les 7 jours mémorables qui ont fait le Führer. Le 2 octobre 1907, Hitler connaît le premier échec majeur de sa vie quand sa candidature à l'Académie des Beaux-Arts est rejetée. Cet événement va à lui seul déclencher une terrible réaction en chaîne. Pour en comprendre le sens, il faut remonter plus loin dans le temps. En avril 1889, Clara Hitler donne naissance à Adolf dans cette maison de Braunau, en Autriche. La ville est située au bord de l'Inn, où la rivière constitue une partie de la frontière austro-allemande. Les premières années de la vie d'Adolf sont marquées par le malheur. 4 de ses frères et sœurs meurent précocement. Ce qui affectera inévitablement la façon dont sa mère va se comporter avec lui à un moment crucial de son développement psychologique. Sa mère devait être absolument terrifiée à l'idée que quelque chose puisse lui arriver. Alors elle était en adoration devant lui. Elle anticipait ses désirs, elle s'occupait de lui en permanence. Ce qui a dû interférer avec le développement de la personnalité de son fils. Et ce qui lui a envoyé le signe qu'il était particulier, peut-être même l'élu, celui qui avait été choisi pour survivre. Mais il ne savait pas pourquoi ni comment cela devait se manifester, ce qui le prédisposait à être narcissique. Les enfants narcissiques ont tendance à être très passifs, retirés dans un monde imaginaire où ils s'inventent des identités hors normes. Et c'est exactement ce que fait Hitler. Il pense avoir le talent pour devenir l'un des plus grands artistes du monde. Ce n'est pas simplement important. En fait, ça représente tout pour lui. Sa mère le soutient sans condition. Son père Alois, lui, exige de son fils qu'il devienne fonctionnaire. Ce qui crée une énorme tension sous le toit des Hitler, où le père corrige fréquemment le fils à coups de fouet. Le conflit se poursuit jusqu'au jour où Alois tombe raide mort devant son verre de vin matinal. Hitler était plutôt soulagé par la mort de son père. En revenant de son enterrement, il a dit « Maintenant, je suis libéré de la tyrannie de mon père ». Alors, d'une certaine manière, on peut s'étonner de ce que l'une des figures les plus tyranniques de l'histoire ait essayé au départ d'échapper à la tyrannie de son propre père. À présent, plus personne ne peut empêcher Hitler de devenir un grand artiste. Il s'installe à Vienne, berceau de l'art et de la culture en Autriche. Il postule à la prestigieuse Académie des Beaux-Arts, sans douter un seul instant du succès de l'entreprise. Il existe encore un ensemble d'esquisses qu'Hitler a réalisées autour de cette période. Elles offrent un bon aperçu de la qualité du travail qu'il a dû présenter à l'Académie. Le destin du jeune Hitler est alors suspendu à la façon dont son travail va être jugé.
Celui-ci, avec la bougie, est d'un style particulier que je serais tentée d'appeler bavé frotté. Il est très terne. Il y a à peine plus de 2 teintes, ce qui le rend particulièrement plat. Pour qu'un objet ait 3 dimensions, vous avez besoin d'au moins 3 tonalités. Ce paysage est également très plat, bidimensionnel. Il montre un usage très limité des ombres, des tonalités. Mais c'est avec les modèles humains qu'il semble avoir le plus de mal. Ils ont l'air de mannequins, bien trop rigides. Les mains sont très mal dessinées. Le rendu des mains est extrêmement difficile. Donc, si on devait trouver un équivalent de nos jours, je dirais niveau du bac, avec à peine la moyenne. Rien d'exceptionnel. Il n'avait rien pour devenir un grand artiste. C'est également ce que pense l'Académie en 1907, quand elle rejette la candidature d'Hitler. Son destin vient de lui être confisqué. Il explose littéralement de rage. Rage envers ceux qui l'ont fait échouer et non envers sa propre inaptitude. Auguste Kubizek, alors colocataire d'Hitler, racontera plus tard comment celui-ci fulminait contre les examinateurs de l'Académie. Il disait que c'était des vieux fossiles de fonctionnaires rabougris, des bureaucrates dépourvus d'entendement, et qu'il fallait faire sauter l'Académie. Hitler n'était pas très différent de certains candidats qu'on peut voir dans les concours de talent. Ces gens sont absolument convaincus de leur propre talent ou capacité. Et quand cela est remis en question, vous pouvez voir le choc sur leur visage. Vous pouvez voir comment ils réinterprètent ce qui vient de se passer et comment ils pointent du doigt les personnes qui viennent de les juger. Et ça, c'est précisément ce qu'a fait Hitler. Quelques semaines à peine après le sérieux coup porté par le refus de l'Académie des Beaux-Arts, sa mère est emportée par un cancer. Le médecin qui l'a soignée est alors frappé par la réaction d'Adolphe et confiera plus tard « C'était la première fois dans toute ma carrière que je voyais quelqu'un à ce point prostré de chagrin. » Hitler vient de vivre coup sur coup 2 événements accablants. Sa vie bascule dans le chaos. Il devient alors un de ces marginaux de Vienne, vivant chichement d'étoiles qu'il vend aux touristes. Il s'apitoie sur son sort et se fige dans cette attitude. Il ne faisait pas vraiment beaucoup d'efforts pour changer les choses, alors qu'il aurait pu s'il avait bien voulu s'y mettre. On rencontre cette même attitude chez de nombreux psychopathes. Et c'est à mon avis une première indication de la psychopathie d'Hitler. Traîné à Vienne avec les rebuts de la société n'entame en rien son sentiment de supériorité. Il avait toujours à l'époque cette sensation d'avoir quelque chose de spécial, même s'il ne savait toujours pas trop quoi en faire. Hitler demeure sans but, jusqu'à ce que la situation globale lui offre une issue. Le 10 novembre 1918, Hitler découvre que la Première Guerre mondiale vient de s'achever. L'Allemagne est sur le point de capituler et son monde de s'écrouler pour la 2e fois. Son parcours jusqu'à ce jour mémorable commence 4 ans plus tôt, lorsque la guerre éclate et qu'il court tête baissée s'enrôler dans l'armée allemande. Le soldat de 2e classe Hitler est assigné au 16e régiment d'infanterie de réserve de Bavière. L'armée a apporté à Hitler ce qui lui avait si désespérément manqué jusque-là. Elle lui a fourni une famille de substitution pour subvenir à ses besoins matériels, afin qu'il puisse ne penser qu'à lui-même, tout en adoptant le style de vie de l'armée, ce qui lui garantissait une identité et un but. En sa qualité d'ordonnance, Hitler porte les messages du commandement vers la ligne de front.
Il est au cœur de l'action sur le front de l'Ouest, dans la Somme et à Ypres. En dépit des conditions épouvantables, Hitler est comme un poisson dans l'eau. Son commandant confiera plus tard. Rien, aucune circonstance, aucune situation ne l'empêchait de se porter volontaire pour les missions les plus difficiles et les plus dangereuses. Hitler reçoit 2 fois la croix de fer avant qu'une attaque de gaz moutarde ne le rende temporairement aveugle. Il est encore à l'hôpital quand lui parvient la nouvelle qui va changer le cours de sa vie. L'Allemagne vient de capituler et a désormais perdu la guerre. Alors que les Alliés célèbrent la victoire, l'armistice foudroie Hitler. Auprès de la population, le haut commandement de l'armée allemande n'admet pas avoir perdu. La propagande diffuse des récits de victoire. C'est pourquoi l'annonce de la défaite est ressentie comme un choc énorme pour une majorité d'Allemands. Et plus encore pour Hitler. L'armée est toute sa vie. Une fois la guerre terminée, il court le risque de perdre sa famille. Une fois encore, c'est la dégringolade. Il écrira plus tard dans Mein Kampf. Depuis ce jour, sur la tombe de ma mère, je n'avais plus pleuré. À présent, je ne pouvais plus retenir mes larmes. Pour la seconde fois dans la vie d'Hitler, tout venait de s'écrouler. Tout ce à quoi il tenait était menacé et insulté. Car c'est comme ça qu'il a pris la défaite. Tout au long de la Première Guerre mondiale, il avait mis ses illusions de grandeur en sourdine. Du fond de son désespoir, voilà qu'elles font à nouveau surface. Ce qu'il ressentait avant-guerre, l'idée qu'il était un génie, un artiste, quelqu'un de spécial, tout cela s'était transformé maintenant en un sentiment d'être appelé personnellement par l'histoire, par le destin, pour redresser la situation. Hitler révélera plus tard qu'il avait une vision. Son destin serait de reconduire l'Allemagne vers sa grandeur passée. Il a retrouvé un sens à sa vie, mais le narcissique qu'il est doit encore trouver un responsable aux obstacles semés sur sa route. Tout d'abord, il y a eu son père, puis les bureaucrates fossilisés de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Et maintenant, c'étaient les Juifs. Comme beaucoup d'autres, Hitler accuse la petite minorité juive d'Allemagne de s'être retournée contre l'armée à la fin de la guerre. Alors que d'autres pointent le doigt de l'accusation, il mûrit déjà sa vengeance. Ce qui va le consumer jusqu'à la fin de ses jours. Mais ce dont il a besoin pour accomplir sa destinée, c'est de rassembler d'autres gens derrière lui. Le 12 septembre 1919, Hitler fait sa première allocution politique. Il se découvre un talent naturel pour prendre la parole en public, ce qui va bientôt le transformer en leader charismatique. Avec la démobilisation de l'armée allemande, Hitler fait face à la perspective de retrouver sa vie viennoise d'avant-guerre. Il est prêt à tout pour rester dans l'armée, sa famille de substitution, et il y parvient. Il y a une atmosphère de sédition dans toute l'Allemagne à cette époque. Et Hitler est chargé d'espionner les nouveaux partis qui essaiment à Munich pour s'assurer qu'ils ne représentent pas une menace politique. Une nuit, Hitler reçoit l'ordre de se rendre dans cette taverne pour y infiltrer un meeting du Parti des travailleurs allemands, connu sous le nom de DAP.